Je commence sans plus tarder. Donc, je vous présente tout d'abord Nelly Brière. Nelly est chroniqueuse, stratège et conférencière spécialisée en communication numérique et médias sociaux, particulièrement expérimentée dans les créneaux culture, jeunesse, mobilisation citoyenne, politique et médias d'information. Nelly accompagne les organisations et les projets qui veulent développer leur portée et atteindre leurs objectifs à travers le numérique et les réseaux sociaux depuis 2008. Formatrice à l'INIS pour le micro-programme qu'elle a mis sur pied en médias sociaux depuis 2012. Elle a été stratège aux réseaux sociaux pour RTV, Radio-Canada et directrice des communications en politique et stratégie numérique pour plusieurs syndicats. Elle travaille avec plusieurs grandes organisations nationales et internationales à son compte depuis 2015. Son intervention, la toute première, nous permettra de mettre la table sur le contexte plus global de désinformation, prolifération de fake news, discours manichéens, etc., dans lequel on baigne présentement, qui s'est intensifié pendant la pandémie de la COVID. Par la suite, nous aurons l'intervention de Martin Geoffroy, qui est professeur en sociologie au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil depuis 2013. Il est détenteur d'un doctorat et d'une maîtrise en sociologie à l'Université de Montréal et d'un baccalauréat en communication à l'UQAM. Il s'intéresse depuis plus de 20 ans au mouvement d'extrême droite et de droite au Québec, aux États-Unis et en France. Il est reconnu par ses pairs à l'international comme spécialiste des intégrismes religieux, des extrémismes politiques et des sectes. Et grâce à une subvention de développement de partenariat du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada en innovation sociale et de l'apport d'un consortium de 4 collèges de la Montérégie, il a fondé en 2016 le Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. Aujourd'hui, il pourra nous faire un portrait des principales théories du complot qui circulent en ce moment entourant la COVID-19, mais aussi nous permettre de connaître qui sont les groupes et les leaders plus ou moins organisés qui se trouvent derrière ces discours. En troisième lieu, nous avons Haïda Hassan, qui est une psychologue clinicienne, professeure du département de psychologie de l'UQAM et fondatrice et directrice du réseau des praticiens canadiens en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Son expertise l'amène à s'impliquer dans plusieurs partenariats nationaux et internationaux de recherche, de pratiques cliniques et d'intervention communautaire. Ses activités se concentrent sur l'interaction entre culture, identité, santé mentale et violence parmi des groupes spécifiques. Son intervention nous permettra de resserrer notre regard et de nous attarder davantage aux aspects psychosociaux présents chez les personnes qui véhiculent les théories conspirationnistes, aussi bien les leaders que ceux qui les suivent. Et sans vouloir nécessairement définir un portrait type, si cela est possible, on aimerait réfléchir avec elle aux attitudes et comportements individuels des personnes qui relaient les discours complotistes. Pour finir, nous avons avec nous Katia Farandinardo, qui est travailleuse sociale de formation, militante écoféministe et co-coordonnatrice de l'Aire de Centre des femmes du Québec. Ses mandats sont la mobilisation et les communications. Elle utilise une approche d'éducation populaire autonome, féministe et intersectionnelle afin de lutter pour l'amélioration des conditions de vie des femmes au Québec. À travers son expérience à l'Aire, nous aurons une meilleure compréhension de la réalité vécue dans les groupes communautaires et les difficultés rencontrées dans ces milieux de vie, où l'on remarque depuis le début de la pandémie une prolifération de discours complotistes parmi leurs participants. Étant souvent des personnes opprimées, voire même à la croisée de multiples oppressions, il est nécessaire de nous interroger sur la façon de comprendre et d'aborder ces discours et attitudes sans reproduire des dynamiques d'exclusion qui marginalisent davantage les personnes en situation de vulnérabilité. Et par ailleurs, nous considérons que présenter une perspective plus ancrée sur le terrain permettra également d'alimenter les réflexions des chercheurs présentes, des chercheuses présentes dans cette discussion. Donc, voilà pour la présentation de nos 4 super panélistes. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vais donner la parole à Nelly pour une petite dizaine de minutes. Merci. Voilà. Alors, bonjour à tous. Alors, je vais un peu mettre la table au niveau du contexte, plus particulièrement, bien sûr, de contexte d'information, mais particulièrement numérique. C'est vraiment ça ma tasse de thé. Donc, tout d'abord, le contexte dans lequel les gens s'informent actuellement est un contexte où il y a des enjeux. Moi, je divise ça, il y a comme 3 grands problèmes qui favorisent la désinformation en quelque sorte, où en fait, les courants potentiellement complotisme, mais aussi, bref, de désinformation.
il y a des enjeux de littératie numérique de la part de la population en général, des citoyens qui sont pas nécessairement, qui n'ont pas une compréhension tout le temps, toujours juste des structures des médias sociaux sur lesquels ils s'informent, par exemple, et sur lesquels ils interagissent. Ils n'ont pas nécessairement conscience de ce à quoi ils sont exposés, pourquoi ils sont exposés à tel ou tel contenu par rapport à une certaine époque où on savait que si on voyait les nouvelles dans le journal Le Devoir, c'est parce qu'on avait ouvert son journal en papier. Si on est exposé aux nouvelles de Radio-Canada, c'est parce qu'on avait ouvert sa télévision poste de Radio-Canada aux nouvelles, alors que tout est un peu mélangé sur les médias sociaux. Alors, on ne sait plus pourquoi on voit certaines nouvelles plutôt que d'autres. Et il y a un problème de littératie numérique aussi de la part des médias d'information qui ont un peu laissé aller plusieurs de leurs points de contrôle entre les mains des GAFAM, hein, des géants du web, qui sont Google, Apple, Facebook, etc., ces grandes entreprises, dans le sens où, autrefois, les médias avaient un certain contrôle sur les informations qui étaient transmises à la population, ne serait-ce que la ligne éditoriale d'un journal qui fait en sorte que, bon, on va aller dans ce cadre d'information-là et on va avoir un certain équilibre dans ce cadre-là pour justement montrer plusieurs revers de la médaille. Mais à partir du moment où tous vos articles, toute votre couverture est en pièces détachées et qu'elle est soumise, dans le fond, en pâture aux algorithmes, aux plateformes de réseaux sociaux, bien, vous perdez totalement votre pouvoir de ligne éditoriale et votre devoir d'équilibre est anéanti, en fait, parce que là, on met ça entre les mains des plateformes qui vont distribuer à la pièce toutes ces nouvelles-là en fonction du profilage commercial des citoyens et non pas de leur besoin d'être informés sur un sujet, par exemple, ou par rapport à, justement, le fait qu'ils ont été exposés à une nouvelle. Ça serait peut-être important qu'ils voient le revers de la médaille. Alors, c'est pas comme ça que l'information est distribuée parce que les plateformes de réseaux sociaux ne sont pas des médias d'information, a priori. Elles sont davantage, disons, si je peux faire une métaphore, c'est plus un centre d'achat, disons, qu'un kiosque de journaux. Hein? Alors, elles sont là davantage pour offrir des tribunes à des entreprises qui veulent vendre. Et puis, ben, à travers ça, elles offrent des espaces sociaux, toutes sortes de fonctionnalités agréables, des capacités de consommer des contenus et de s'informer au passage. Mais le but étant évidemment d'offrir des vitrines pour des entreprises qui veulent vendre des biens, en tout cas, bref. Vous comprenez très bien. Alors, les enjeux de littératie à ces deux niveaux-là, en fait, génèrent un contexte de désinformation. On ajoute à ça un problème de culture, d'utilisation, de civisme, d'acceptabilité de certains comportements sur les médias sociaux actuellement qui viennent amplifier le problème de la désinformation. Je m'explique. Par exemple, actuellement, on observe beaucoup de médias d'information, mais aussi d'organes d'institutions publiques, ne serait-ce que l'exemple des lives du premier ministre, hein, qui parle presque quotidiennement aux Québécois. Et dans les espaces de commentaires, on ne fait pas de modération ou très peu, en fait. On a rendu acceptable la post-modération. On a rendu acceptable que c'est pas de ma faute, vu que c'est sur Facebook, j'ai pas le contrôle. Fait que s'il y a des gens qui viennent faire des menaces ou qui ont un discours haineux, c'est Facebook, c'est à vous de le signaler. On a remis ça un peu entre les mains de tout le monde et ça génère une exposition pour tout le monde qui est accrue justement à des propos qui peuvent être violents, qui peuvent être haineux, mais qui peuvent être aussi désinformants. Et il y a des études qui prouvent que si, par exemple, vous lisez un article, une information, ou que vous consommez un contenu d'information et que vous lisez tout de suite au même moment, dans le même format, des commentaires, il peut y avoir une confusion dans la mémorisation de ce que vous venez de lire entre ce qui a été lu dans les commentaires et ce qui a été lu dans l'article. Alors ça aussi, ça participe en quelque sorte à la désinformation parce que les gens qui viennent commenter ne sont pas modérés en fonction de est-ce que cette personne-là a autorité de venir contester tel élément de l'article ou pas. Alors, ça fait qu'on permet, dans le fond, un multiniveau. On permet, dans le fond, à n'importe quel kidam à venir rajouter des informations sans avoir de validation, sans avoir les compétences reconnues pour le faire. Ça, c'est le rôle de nos institutions, en fait, de gérer ça. Il y a des outils, en passant, là, moi, je les connais, je travaille là-dedans, et je peux vous dire qu'en ce moment, il y a un laisser-aller. On a décidé qu'on ne s'en servait pas
parce qu'ils existent, ces outils-là. Puis je le sais parce que souvent, je vais accompagner davantage plus des femmes politiciennes, par exemple, qui se font un peu plus insulter et qui vont, elles, être un petit peu plus promptes à utiliser ces outils-là, mais vont les utiliser pour se protéger, alors qu'on devrait, tout le monde devrait les utiliser pour protéger tout le monde, et non pas seulement quand on est mis à mal, en fait. Et ça, c'est une culture d'utilisation. On a comme un peu rendu acceptable socialement cette post-modération-là. Il va falloir en tout cas, j'espère que collectivement, et ça, je ne sais pas comment, il va falloir que la tendance peut-être s'accélère à travers les médias, qu'il y ait des campagnes peut-être sur ce sujet-là, pour qu'on remette au bout du jour un peu cette modération nécessaire-là, parce qu'on a une culture du civisme qui fait qu'on a un comportement acceptable dans la rue, par exemple, qui est millénaire, là, qui existe depuis longtemps. C'est comme si on n'avait pas nécessairement apporté avec nous notre culture de civisme en ligne. Et là, justement, en laissant n'importe qui pouvoir occuper cet espace-là de n'importe quelle manière, on rend ça acceptable d'une certaine manière, surtout quand c'est des institutions officielles et que ce sont des espaces publics officiels. Le dernier élément, mais non le moindre, c'est un enjeu de ressources en général. Le fait que les médias d'information et que l'information documentée, elle manque de ressources pour être bien documentée souvent, et que comme les modèles d'affaires sont souvent en lien avec la vente, par exemple, de publicité, donc on va rechercher une visibilité qui va faire en sorte qu'on va un peu embarquer dans la valse du clickbait sur le web, c'est-à-dire de faire des titres très tapageurs ou de couvrir des sujets qui sont plus tapageurs et de rechercher justement ces thématiques-là qui fonctionnent bien parce que ça fait du clic. Et ça, ça découle directement du manque de ressources dans les médias actuellement, puis du problème du modèle d'affaires. Mais ça fait aussi que, justement, on a l'impression qu'il y a une surenchère sur les thématiques qui alimentent les complotistes ou même sur le fait de la manière dont on en parle, parce que les médias, sans le vouloir, sans que ce soit sciemment voulu, vont contribuer à des spins autour de certains regroupements ou de certaines idées, simplement en les couvrant davantage. Et les couvrent davantage, même s'il n'y a pas une grande partie de la population, disons, qui sont des adeptes de ça, simplement parce que ça a quelque chose de fascinant, parce que ça vient toucher quelque chose de troublant. Donc, ça fait du clickbait et ça fait en sorte, donc, que ça augmente un peu l'effet la visibilité de certaines thématiques par rapport à d'autres. Et là, on va finir par davantage lire sur le fait qu'il y a des complotistes que de lire de l'information qui nous informerait sur, justement, des éléments qui viendraient contrecarrer ces théories du complot qui circulent. Donc, je pense que là, j'arrive à la fin de mon temps. Alors voilà, c'était ma mise en contexte et on pourra discuter de plein d'aspects de cette mise en contexte, j'imagine, à la suite des trois autres présentations. Super, merci beaucoup, Nelly. C'était... Oh, excusez-moi. C'était concis, c'était très clair. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Martin Geoffroy. Bonjour. Bon, alors moi, je suis un petit peu professoral, fait que j'ai préparé quand même des petites images pour aller avec ma présentation. Alors, dans un premier temps, moi aussi, je vais vous parler d'un spin, mais ça va être une autre sorte de spin. C'est en fait la diapo suivante. C'est un spin Segmented Polycentric Integrated Network en anglais. Si vous passez, oui, voilà, parfait. Alors, Gerlach et Heinz sont deux anthropologues américains dans les années 60 qui avaient qualifié le parti des Black Panthers, qui avaient étudié en fait les Black Panthers, puis qui les avaient qualifiés de spin, donc de réseau polycentrique, intégré et segmenté. Alors, le mouvement complotiste tel qu'on le connaît en ce moment au Québec, c'est ça que c'est. Ce n'est pas un groupe particulier ou des groupes particuliers, c'est un réseau qui est polycentrique, qui est à la fois intégré, c'est-à-dire que les réseaux se recoupent ensemble, mais qui est aussi segmenté. Hein. Ils ne sont pas tous d'accord sur beaucoup de choses, tout ça. Et aussi, diapo suivante, c'est un réseau qui est polycentrique, c'est-à-dire que l'autre après, s'il vous plaît. La structure de pouvoir, l'autre diapo après, la structure de pouvoir, elle est polycentrique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs leaders
dans ce réseau-là. Alors, vous en avez quelques-uns ici. Vous avez Steve. Ça, c'est quelques exemples, mais il y en a des dizaines. On en a répertorié au moins une trentaine de leaders du mouvement, ce qu'on appelle le mouvement conspirationniste. Bon, Maxime Ouellette, alias le policier du peuple, qui est ex-policier, Alexis Cossette-Trudel, Steve Lartiche-Charland, ex-membre de la Meute, Stéphane Blais, le fondateur de la fameuse Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, aussi le chef d'un parti populiste de droite qui s'appelle Citoyens au pouvoir. Donc, vous avez un exemple du polycentrisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un chef, il y a plusieurs chefs. Et ces chefs-là, comme c'est un peu le cas dans les mouvements qui vont être très autoritaristes, ils se chicanent mutuellement pour qui va être le plus populaire. Alors, à peu près toutes les semaines, ils se chicanent entre eux. Après ça, ils se réconcilient. Comme me disait à un moment donné une ex-membre de la Meute que j'ai interviewée, ça a l'air d'un épisode de Dynasty. C'est une vieille télésérie américaine, là. Ça a l'air toujours un peu d'un épisode de Dynasty. Alors, ce que j'ai essayé de faire pour vous rapidement, vu que je n'avais pas beaucoup de temps, puis il faut que je vous parle un peu de ces discours complotistes-là, c'est de les typologiser, donc de vous faire différents types de discours avec différents exemples. Donc, le premier type, qui est la diapo suivante, c'est un type que j'appelle, moi, le type Nouvel Âge. Dans les années 90, j'ai beaucoup étudié le mouvement du Nouvel Âge et je retrouve aujourd'hui ce discours-là. Donc, les caractéristiques de ce discours-là, ça va être un réseau alternatif de la santé un peu qui va contester ce qu'on appelle la médecine traditionnelle et qui va beaucoup prôner la guérison par la pensée positive. Ce sont des gens qui vont se présenter souvent comme des coachs de vie, des naturopathes, etc. Et donc, ils vont amener une remise en question radicale de la science. Ils vont, de toute évidence, être férocement anti-vaccins. Ils vont dire, par exemple, qu'on peut se guérir via le pouvoir des plantes et de la nature. Et ça va donner tout un embranchement vers ce qu'on appelle des croyances Nouvel Âge, l'ésotérisme, la magie, etc. Et donc, je vous donne un exemple ici, idéal, typique de ce type Nouvel Âge-là, la blogueuse et comédienne Amélie Paul, qui se dit naturopathe et bionomiste. On ne sait pas trop, parce que ce n'est pas des professions qui sont encadrées, qu'est-ce que c'est. Et récemment, d'ailleurs, Amélie Paul, elle a fait une entrevue avec Guylaine Lanctot. Guylaine Lanctot, qui était une médecin dans les années 90, qui avait écrit un ouvrage controversé qui s'appelait « La mafia médicale » et qui remettait en question la médecine traditionnelle. C'était une médecin à l'époque quand elle a écrit ça, et d'ailleurs, elle a été radiée par la suite par la Corporation des médecins du Québec. Elle n'a plus le droit de pratiquer la médecine. Donc, on a dans ce type de discours-là, donc, un discours très anti-scientifique et qui va aller vers des croyances que moi j'appelle de type Nouvel Âge. Alors, le type suivant, et je vais très vite, c'est sûr que je vais en surface, là, mais vous pourrez me poser des questions après, c'est ce qu'on appelle les mouvements anti-autorité, de type citoyen souverain ou freeman of the land. Alors, c'est des mouvements, ça, de type citoyen souverain qui ont émergé bien avant la pandémie, qui existaient bien avant la pandémie, qui sont détaillés dans plusieurs recherches. Et des caractéristiques des gens qui se disent citoyens souverains, dans le fond, c'est qu'ils disent que l'État leur a volé leur identité à la naissance, donc ils ont une autre identité pour laquelle l'État n'est pas propriétaire d'eux. C'est vraiment quelque chose d'assez flyé. Alors, ils vont créer à partir de ça des pseudo-lois que seuls eux connaissent et ils vont se fonder donc sur ces lois pour se justifier. Par exemple, c'est eux qui veulent pratiquer des arrestations citoyennes. Alors, on a récemment, parmi ces mouvements-là, des gens qui ont amené un désaveu de l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale, du Dr Arruda et de Legault. Ils veulent les arrêter, les mettre en prison. Alors, ils ne sont ni juristes ni avocats, mais ils prétendent être juristes et avocats. Et ils vont remettre en question l'autorité gouvernementale et juridique en prétendant qu'ils ont une prétention et une connaissance supérieure de la loi que les avocats. Il me reste juste 2 minutes. Vous n'êtes pas sérieuse? Ah bon, OK. Bon, je vais rapidement. Un exemple, Mario Roy, ex-membre de la Meute et de Storm Alliance, qui menace tout le monde de poursuite et qui est lui-même menacé de poursuite par
par le barreau du Québec. Suivant, je vais aller hyper vite. L'extrême droite politique. Donc, l'extrême droite politique provient majoritairement d'anciens groupes d'extrême droite comme la Meute, qui vont être plus à droite donc, que le Parti conservateur, qui vont être plus d'affinité avec le Parti populaire de Maxime Bernier. Alors, vous avez Steve l'artiste Charland, l'ancien numéro 2 de la Meute, qui se présente comme un farfadet des bois, comme vous pouvez le voir ici sur la caricature, qui est un conservateur d'extrême droite traditionnaliste proche de la terre, qui nous dit de couper le câble. Type suivant, il faut que j'aille super vite. Les fondamentalistes protestants sont venus s'en mêler. Leur point de vue provient des fondamentaux de la Bible et leur autorité provient d'une lecture littérale de la Bible par l'individu. Ils ont un discours d'extrême droite, conservatisme religieux, pro-vie, contre le libre choix. Pour eux, la loi de Dieu est supérieure à la loi de l'homme. Et on les avait arrivés récemment avec le Studio Théovox, une chaîne qui revoit l'actualité sous un point de vue chrétien avec Jean-François Denis. Ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. On a regardé leurs églises, les 2 églises protestantes qui sont derrière ça. Ils ont des fonds de 500 000 $ par année. Suivant, très rapidement, je m'excuse. Alors, les intégristes catholiques, eh oui, on pensait qu'ils n'existaient plus, mais ils existent encore. Alors, ils sont reliés à des groupes d'extrême droite comme Atalante, Maxime Ouimet, l'Église Nouvelle Création, Horizon Québec Actuel, Nomos, la Fondation La Défense des droits. Alors, par exemple, vous avez Atalante qui est relié à un groupe d'intégristes catholiques qui s'appelle la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui sont des prêtres qui étaient tellement à droite qu'ils se sont fait excommunier de l'Église catholique officiellement. On peut voir sur Horizon Québec Actuel, qui est le poste raciste d'Alexandre Cormier-Denis, le symbole du Sacré-Cœur, qui est le symbole des intégristes catholiques. Suivant, s'il vous plaît. La Fondation, un cas assez flagrant, la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple de Stéphane Blais. Alors, vous voyez à votre gauche le logo de la Fondation, qui est exactement le même logo que le logo des Bérets Blancs de Rougemont, qui est en fait Saint-Michel-Archange qui terrasse le démon. Donc, vous avez vraiment le bien et le mal, finalement. Et on a vraiment un exemple ici que dans ces réseaux complotistes-là, il y a un aspect profondément religieux et qui est associé à l'extrême droite puis à l'intégrisme catholique. Dernier petit exemple de M. Blais, qui se prend littéralement pour un I'm praying for you, President Trump. Et les sœurs pour Trump. Voilà. Alors, je termine. Oui, je termine sur un point plutôt humoristique. Voilà, j'ai fini. Voilà. Merci beaucoup. J'ai fait ça exprès. Merci beaucoup. C'est vraiment, vous êtes toutes vraiment sages, là. Vous respectez vraiment bien les timings. Merci. Je vais laisser la parole maintenant à Haïda Hassan. Oui, est-ce que vous m'entendez? OK, je vais essayer d'être aussi sage que mes collègues. Dans mon cas, ceux qui me connaissent, c'est un défi. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, oui, parfait. Donc, au fait, c'est très intéressant parce que les présentations sont super bien agencées, au fait. Donc, moi, je vais prendre là où Martin m'a laissé la fleur. Je vais prendre la fleur et je vais continuer en vous rappelant simplement que la question des théories complotistes, ce n'est pas quelque chose qui est propre à la modernité. Depuis le début des temps, les êtres humains ont des théories haineuses, conspirationnistes et complotistes pour lesquelles souvent les minorités vont en général payer le prix. Et bien sûr, qui est minorité, ça va changer d'une époque à l'autre. Pourquoi je fais ce rappel-là? Simplement pour vous dire que dans une théorie, dans une perspective de psychologie culturelle, la perspective dans laquelle je travaille, il n'y a pas lieu de démoniser les théories complotistes. Au fait, souvent, quand je parle avec des personnes qui me parlent des théories complotistes, ils vont dire, eux, ils ont des opinions et nous, on a des faits. Et moi, je fais tout le temps un sourire pour dire, eux, ils ont des faits et nous aussi, on a des opinions. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous essayons tous de faire sens avec les choses que nous vivons dans notre quotidien.
Et nous produisons tous différentes théories de la réalité à partir des mêmes faits qui existent dans le monde externe. Vous vous souvenez, quand on était enfant, on reliait des points là pour faire un dessin? Ben, imaginez les questions des théories complotistes ou des autres théories non complotistes du monde comme nos façons différentes de relier les points. Ils donnent finalement différentes théories et différentes perceptions de la réalité, mais il s'agit souvent de faits qui sont les mêmes ou pas les mêmes, mais qui existent ici dans le monde externe. Donc, c'est pas tant simplement pour dire que d'un point de vue psychosocial, ça sert à rien de faire du, excusez mon anglicisme, du complotisme bashing en essayant de prouver qu'ils ont tort, parce que les personnes se rattachent à des éléments qui existent et qui sont parfois observables dans le monde. C'est pas ces éléments-là qu'il faut questionner, c'est plutôt les liens entre les éléments qui sont faits. Donc, je fais juste un simple remerciement à tous mes collègues qui ont dirigé la recherche de laquelle je vais vous rapporter quelques données, mais le spin dont Martin parlait et ce dont je vais parler dans 10 minutes, c'est un peu ça, la question des influenceurs, les facteurs d'adhésion aux théories des complots et des pistes de solutions, un brainstorm vraiment ensemble, pas plus que ça. Et donc, comme Martin a parlé du spin, au fait, ce que Martin a dit, je ne répéterai pas et je vois qu'on a des ressemblances là-dedans. Quand on regarde la question des influenceurs, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, ce qu'on va voir, c'est exactement ce que Martin a dit, c'est-à-dire une grande capacité de propagation, et Nelly en parlait, en raison de l'effet des réseaux sociaux et de leur intrusion dans nos espaces les plus intimes quotidiennement, une décentralisation de ce discours qui est également beaucoup précipité par la question des réseaux sociaux, mais comme Martin a souligné également, une mise en réseau. Donc, au fait, ils sont décentralisés, mais ils sont de plus en plus connectés. Et quand vous fouillez plus loin, ce sont des réseaux qui sont non seulement connectés dans des opinions, mais ils sont aussi connectés sur le point économique, par exemple, ou politique, ou de certains intérêts qui cachent en réalité les idées qu'ils sont en train de mettre de l'avant. Et pour dire que, on peut dire, bon, telle personne a juste 1,3 000 écoutes, mais on a des comptes qui ont plus de 8 millions de vues. Quand on parle de 8 millions de vues entre Québec et la France, ben, ça en fait beaucoup de personnes qui ont regardé et donc ça en fait un poids public qui est très fort, très important. Si on prend à un moment donné, on a pris aussi, les données Twitter entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020. Et en effet, on voit qu'il y a une convergence. Au fait, des discours complotistes, 38% viennent de l'extrême droite. 34% viennent des personnes qui sont complètement anti-vaccins, 15% à peu près survivalistes et 13% d'extrême gauche. Mais dans le camp d'extrême gauche, je dois faire une petite remarque. C'est au fait pour souvent de défaire, donc arguer contre au fait les théories complotistes. Mais c'est sorti parce qu'ils mentionnent des théories complotistes pour les défaire et donc c'est pour ça que ça sort dans la recherche. Ce que j'essaie de dire, et je reviens à l'idée des liens, c'est qu'il est très important d'aller comprendre les motivations qui sont derrière les discours. Dans notre travail en psychologie, je dis souvent qu'il ne faut pas gérer le symptôme, il faut répondre aux besoins. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est derrière ces motivations-là, ces discours-là, ça cache quoi? Et finalement, comment est-ce qu'on peut répondre à ce que ça cache? Quand on fait des recherches pour découvrir ce qu'il y a derrière ces théories, on découvre un portrait qui ressemble un peu à cette figure-là. Je vais y aller très rapidement. Mais on découvre au fait qu'au Québec en ce moment, mais ça c'est des données aussi mondiales, donc dans d'autres, Marie-Ève Carignan qui dirige cette recherche-là, a des collaborations, donc des cueillettes des données dans d'autres pays en Europe. On découvre finalement que le portrait actuel, c'est qu'en général, plus bas c'est la scolarité, plus jeune est l'âge, et si on est masculin, on a peut-être un peu plus tendance à adhérer à des théories complotistes. Si on a moins confiance dans les autorités politiques et les autorités de santé publique, évidemment, les théories complotistes deviennent plus, on va dire, populaires pour nous. Si on consomme plus de médias sociaux comparativement aux médias traditionnels ou aux autorités publiques, on a
plus tendance à adhérer à des théories complotistes. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les médias traditionnels et les autorités publiques, en quelque sorte, ont toujours actuellement un discours qui va protéger contre les théories des complots. Si on perçoit que les mesures d'hygiène ou de protection sont exagérées, mais au niveau, on y adhère. Et évidemment, la question du vaccin, on en a parlé, mais ce qui est très intéressant, et la psychologue en moi fait un grand sourire quand on trouve des données comme ça, c'est qu'on voit que lorsqu'il y a des sentiments d'anxiété généralisés, avec potentiellement des vécus traumatiques et un sentiment d'incohérence dans notre vie, ben, on a un peu davantage tendance à adopter des théories complotistes, mais les données, nous sommes encore en train de les explorer. Donc, je vous reviendrai avec plus de choses. Je passe là-dessus parce qu'il me reste 1 minute et il y a des choses plus importantes, mais on en parlera peut-être dans la période des questions sur la manière dont on peut détruire le tissu de paix sociale ou le préserver. Et donc, sur les aspects psychosociaux, ce que j'aimerais vous dire, c'est que il y a 3 réponses normales au stress chronique qui est généré en temps de crise sociale ou de pandémie. On peut nier, on peut minimiser ou on peut normaliser. Et tout ça, c'est normal. Il faut faire très attention dans l'espace public de ne pas démoniser des personnes qui ont tendance à nier ou à minimiser le virus. C'est une réaction défensive face à l'anxiété que génère la situation actuelle. Et souvent, la réaction au sentiment de perte de contrôle prolongé va être la colère, la frustration. Et le fait de nier devient une sorte de stratégie défensive ou encore d'aller chercher le bouc émissaire et les responsables qui vont toujours être à l'extérieur, ce qu'on a vu avec l'augmentation des crimes et des incidents haineux contre les personnes d'origine asiatique en lien avec la pandémie. Alors, que faire? Je passe très vite, mais toute crise sociale nécessite une coordination interministérielle et communautaire. Ça, c'est essentiel. Deuxièmement, je ne sais pas quand est-ce que nos politiciens et les médias vont comprendre que faire peur à la population, oui, ça leur permet de faire obéir et de manipuler, mais seulement à court terme. Faire peur à la population est extrêmement contre-productif à long terme. Pourquoi? Parce que faire peur est souvent couplé avec des gestes qui peuvent être perçus comme répressifs. Mixer la peur et la répression va simplement générer chez les personnes qui sont en position d'insécurité économique, sociale ou simplement d'anxiété, une réaction de frustration, de peur, de révolte face au sentiment de perte de contrôle et de l'incapacité d'exercer des choix. Et ce que ça fait à plus long terme, c'est que ça mine la relation de confiance entre la population et le gouvernement qu'on a vu est lié à l'adhésion à des théories complotistes. Et donc, parmi les solutions, c'est qu'il faut donner des horizons prévisibles aux gens. Quand on est un gouvernement, on ne peut pas se comporter d'une semaine à l'autre et faire peur et utiliser la répression. Il faut faire très attention à ça. Et il faut engager très rapidement les leaders communautaires, les intervenants communautaires. Je vous dis tout simplement, à Montréal, quand il y a eu la pandémie, le ministère de la Santé et Services sociaux n'a jamais allumé pendant les premières semaines à traduire les documents, contacter les radios communautaires, contacter les communautés pour informer toutes les personnes qui n'écoutent pas Radio-Canada ou Télé-Québec, par exemple, ou CBC. Et donc, il y a... bon, alors j'arrête parce que j'ai déjà dépassé les 2 minutes, mais simplement pour vous dire que lancer quelques hypothèses de réflexion, je crois que c'est la fois de ma vie où j'ai parlé le plus vite. Et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, c'était vraiment très clair, en tout cas pour moi, malgré la vitesse. Je vais donc laisser la parole à Katia, notre dernière intervenante. Merci, Hannah. Bonjour à tous et toutes. Merci au MIMPAC pour cette occasion d'aborder un sujet politique qui est, selon moi, vraiment pas assez visibilisé. Je vais d'abord parler des enjeux, moi, des mouvements conspirationnistes pour ce qui est des organismes communautaires. Puis ensuite, je vais aborder c'est quoi notre rôle en tant que membre de l'ACA et éducateur populaire à travers ces enjeux-là. Donc, d'abord, les enjeux. En fait, ce qu'on remarque, puis ma collègue, donc,
qui viennent de parler en a un peu abordé, c'est que le gouvernement de la CAQ a géré la pandémie avec une approche de division de la population. Ça, c'est clair. D'abord, on a utilisé des codes de couleurs pour séparer les régions, pour dire quelles étaient les gagnantes, quelles étaient les perdantes, en l'occurrence Montréal, Québec, parfois Sherbrooke. On a pointé du doigt donc ces régions-là, on les a mis en rouge en disant que c'est là le centre de l'épidémie et que les autres régions faisaient mieux, étaient meilleures. On les récompensait en gardant ouverts donc les activités de divertissement, de culture, les restaurants, les bars, les salles de spectacle, etc. C'est encore comme ça d'ailleurs. Donc, on a commencé en divisant la population en régions, puis ensuite, on a divisé par groupe d'âge. Donc, on a dit les populations vieillissantes devaient rester enfermées chez elles parce que c'est chez ce groupe d'âge-là qu'il y a plus de transmission. Puis ensuite, au courant de l'été, on a pointé du doigt les jeunes qui faisaient le party. C'était de leur faute s'il y avait une augmentation des cas en août, c'est de leur faute s'il y a eu une deuxième vague. Par la suite, on a continué de diviser la population en disant ceux qui croient au port du masque sont d'un côté, ceux qui ne croient pas au port du masque sont de l'autre côté. Donc, on était toujours en train de diviser la population en deux pour hiérarchiser qui étaient les bons puis qui étaient les méchants dans l'histoire. Puis on a créé une dichotomie où de l'un côté, on retrouve un peu le bien, de l'autre côté, il y a le mal. Il n'y a plus de zone grise entre les deux. Ça, ben, ce que ça le fait, c'est une augmentation de la haine entre les groupes sociaux, c'est ce qu'on remarque, puis une désolidarisation de la population dans cette pandémie-là qu'on doit pourtant faire face tout le monde ensemble. Il faut ajouter à ça les conséquences donc sociales et psychologiques de l'isolement que l'on vit présentement. La psychiatre Marie-Ève Coton nous expliquait récemment dans un article qu'il y a des pertes cognitives significatives qui sont reliées au manque d'interaction sociale durant le confinement. On pensait que donc les pertes d'habileté sociale allaient être vues uniquement chez les enfants, mais c'est aussi le cas chez les adultes. Et je suis sûre que vous avez toutes et tous remarqué cette diminution-là de ce qu'on appelle des skills sociales autour de vous. On se coupe plus souvent la parole, on est irrité plus rapidement, on a moins envie de socialiser, etc. Donc, si vous ajoutez cette perte d'habileté sociale-là à la désolidarisation qui est créée par l'approche de division du gouvernement, vous obtenez ce qu'on observe présentement, c'est-à-dire une augmentation des violences faites en ligne, une augmentation de la haine envers les groupes sociaux, donc du racisme, du sexisme, du capacitisme, etc., et une stigmatisation importante des personnes marginalisées. Ce que ça veut dire pour nos organismes communautaires, par exemple, ça peut vouloir dire que les organismes qui ont des milieux de vie, il y a plus de conflits entre les participants, il y a des chocs de valeurs, puis on doit intervenir plus souvent pour rappeler le respect du code de vie, le respect des autres. On remarque aussi une espèce de désillusion face au gouvernement, aux médias, puis une augmentation de la méfiance des participantes dans nos organisations qui est reliée un peu à la perte de confiance est reliée un peu au manque de transparence comme les autres intervenantes l'ont abordé du gouvernement. Puis, il y a une dichotomie aussi qui n'est pas évidente au niveau, la ligne est mince entre critiquer les mesures de la santé publique et la conspiration. Donc, les interventions à faire dans les milieux de vie en ce moment sont vraiment complexes, sont pas évidentes, puis on manque d'outils. Il y a clairement aussi une augmentation de la charge mentale, la charge de travail qui est reliée directement aux conséquences de ces mouvances-là conspirationnistes. Ça affecte l'organisation du travail dans les organismes communautaires. J'ai un témoignage ici d'une travailleuse qui nous dit il peut devenir difficile de faire appliquer les règles sanitaires avec certaines femmes. Elles vont, par exemple, minimiser le port du masque ou même mentionner que c'est celui-ci qui est dangereux pour la santé.
Donc, nous avons à ramener plus souvent les règles. Nous devons aussi défaire certaines idées tout en essayant de maintenir les femmes dans les milieux de vie qui adhèrent à certains mouvements conspirationnistes, mais qui ont quand même des besoins face à notre organisation parce qu'elles vivent dans des situations de pauvreté, vivent des relations malsaines, sont isolées, ils ont peu accès aux technologies, mais sont très réticentes à revenir dans notre organisme à cause des mesures sanitaires qu'on met en place. Donc, on fait quoi avec cette membre-là qui a besoin des services de notre organisation, mais qui met la sécurité des autres en danger à cause de son adhésion au mouvement conspirationniste puis qu'elle ne croit pas au port du masque? On manque clairement aussi d'outils pour défaire l'argumentaire des mouvements conspirationnistes qui sont reliés surtout à la spiritualité, c'est ça qu'on remarque. Le discours étant « le gouvernement veut nous contrôler, nous faire peur avec cette pandémie-là, la peur est malsaine, puis c'est ça qui nous rend malades. C'est l'amour qui est la solution, en coupant les liens avec d'autres humains, on se coupe de l'amour, on se coupe de la solution. » Bref, on oppose la peur et l'amour. Donc, parfois, on peut manquer d'habileté en tant qu'intervenante, en tant que travailleuse communautaire pour défaire ce genre d'argumentaire-là qui est très solide puis ancré dans nos valeurs humaines. Mon Dieu, 2 minutes. OK. On le voit donc, des communautés qui étaient habituées à travailler ensemble sur des enjeux se retrouvent maintenant divisées. C'est une lourdeur pour les travailleuses communautaires qui s'ajoute à notre surcharge de travail puis notre surcharge émotionnelle qui est déjà présente en ce moment. J'arrive au rôle. En fait, c'est la partie qui nous intéresse le plus. Je pense que notre rôle en tant qu'organisme communautaire, c'est de dénoncer et de contrer cette approche-là de division de la population pour nous ramener à une réalité qui est commune. En refusant la rhétorique de la haine de l'autre, en refusant d'appliquer, appliquer la bienveillance, le respect de l'autre, on se sort un petit peu de cette dichotomie-là, puis on crée une zone grise. Donc, on a le devoir, la responsabilité des organismes communautaires d'utiliser notre expertise pour stimuler des débats citoyens qui sont sains. Ce que je veux dire par là, c'est que l'isolement social dont on parlait plus tôt fait en sorte qu'on n'a plus accès au débat citoyen. Ça fait en sorte que la réalité est beaucoup moins présente dans nos vies parce qu'on n'est pas là physiquement ensemble. Alors, c'est sûr que quand ta seule source d'information, ce sont les réseaux sociaux, les médias de masse, on peut comprendre ce qui se passe en ce moment et Nelly nous en parlait. Il n'y a plus personne pour confronter tes idées de vive voix non plus pour échanger directement avec toi. Par exemple, quand la vie est normale, qu'on n'est pas en confinement, si tu entends des fausses nouvelles, fake news, tu vas peut-être rapporter à des gens autour de toi. Ces gens-là vont peut-être arriver avec des contrefaits. En tout cas, nous, dans nos milieux de vie, c'est souvent ça qui se passe. Donc, on peut confronter des idées. On a tous eu ce genre de discussion-là. Bon, dans un party de Noël, par exemple, un oncle qui arrive avec un fait farfelu, puis toi, tu lui arrives avec des contre-exemples. Donc, on a des débats à l'oralité qui sont sains ou malsains, là, ça dépend de comment ça se passe dans vos familles. Mais en ce moment, on a perdu ça, puis il n'y a personne pour confronter nos idées. Alors, je crois que notre rôle à nous, les organismes communautaires, c'est de ramener les débats citoyens sur la place publique, c'est de ramener les discussions, c'est d'ouvrir les débats, de faire parler les gens dans un cadre sécuritaire, puis de faire l'éducation populaire. Je vais terminer en disant que c'est aussi de stimuler la créativité collective pour le vivre ensemble. Par exemple, plusieurs centres de femmes ils ont trouvé des solutions super créatives pour apporter des cadeaux de Noël aux membres de leur centre. Certaines travailleuses vont faire du porte-à-porte tout en gardant les distances, évidemment. Puis je trouve que c'est une intention vraiment géniale quand on sait comment le temps des fêtes va être difficile pour certaines personnes isolées, en situation de pauvreté, dans les relations malsaines, violentes, etc. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est de refuser un petit peu cette vision-là du bien et du mal de la population pour s'attaquer ensemble aux déterminants sociaux de la santé qui sont criants en ce moment. On sait, la santé publique, les instances gouvernementales ont une vision hospitalo-centrique de la santé
Puis toutes les mesures qui ont été mises en place concernent surtout l'aspect organique de notre santé, donc notre santé biologique. Mais c'est à nous, les organismes communautaires, de lutter pour ramener la pandémie à un enjeu collectif. D'aller au-delà des services qu'on offre, on doit se concentrer sur l'aspect de transformation sociale de notre mission. Puis selon moi, ça, c'est une solution efficace pour contrer les mouvances conspirationnistes. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Katia. Bon, ça a été assez rapide, mais vraiment super intéressant. Je vous propose donc de nous prendre une petite pause pour laisser décanter toutes les informations qu'on a reçues, puis revenir pour la discussion. On a une première question de Noémie. Oui, bonjour. Premièrement, merci beaucoup pour la présentation. J'aurais aimé que ça dure vraiment plus longtemps. Il y avait beaucoup de trucs à intégrer. Je m'adresse peut-être à Katia. C'est ça. Moi, je travaille dans un groupe d'alphabétisation populaire. En ce moment, on n'a pas tellement de problèmes là, avec les théories du complot. C'est peut-être autour des gens avec qui je travaille qu'il y en a. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut revenir à notre rôle de transformateur social. Mais comment on fait ça quand on a de la misère en ce moment à être capable d'organiser nos activités à cause de la distanciation, que je dois animer pendant 3 à 4 heures dans un local avec presque pas de ventilation et que je dois porter un masque tout le long, donc parler très fort, et qu'on n'a pas plus de fonds pour mener à bien ce rôle-là de transformateur social dans les conditions actuelles. Alors, est-ce que c'est prévu peut-être dans les revendications de l'ACA de nous redonner ce rôle central-là, comme d'apaiser la population? Si je veux faire ça, mais je ne vois pas comment on peut le faire encore plus que ce qu'on fait déjà en ce moment dans les conditions financières qu'on a, parce que la plupart d'entre nous n'avons pas eu d'augmentation du tout. On n'a pas eu de fonds d'urgence. Donc voilà, alors comment je fais ça? Voilà, merci beaucoup. Merci Noémie pour votre question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pour l'instant, non. Je laisse donc Noémie répondre à la question. Pardon, Katia répondre à la question de Noémie. Oui, merci pour ta question qui est la question qu'on se pose toutes finalement, comment qu'on fait ça? En fait, on pense, nous, à l'AIR, que ça, justement, ça part de dénoncer ce qu'on voit sur le terrain. Nous, on a sorti à peu près un article par mois pour parler de la détresse des femmes. Pour nous, nos enjeux de l'augmentation de la violence conjugale, des violences intimes. Donc, on a dénoncé ça. Ensuite, je pense aussi que c'est de se mobiliser pour dénoncer justement la situation du sous-financement des organismes communautaires, puis de parler des conséquences que ça amène en ce moment, du manque de ressources pour répondre à tous les enjeux spécifiques à la pandémie. Donc, tu parles de l'animation, par exemple, d'ateliers ou de la difficulté à mobiliser les personnes, d'avoir des locaux. Tu sais, t'es pas la première dans le communautaire, on en parle toutes, des locaux, du logement. Puis, donc ça, dénoncer, se mobiliser, puis aussi aller refuser un petit peu l'approche là, qui est demandée par le gouvernement en ce moment, puis d'aller au rythme de nos participants, de nos participantes. Nous, on essaie d'aller au rythme des femmes aussi dans cette mobilisation-là, puis dans cette dénonciation-là. On refuse d'être dans les services à tout prix, puis dans ce que le gouvernement nous demande de faire, mais qui coupe toujours notre financement à la mission. Donc, voilà, ça serait les 3 points que j'amènerais, mais je suis sûre que d'autres personnes
qui sont présentes aujourd'hui au panel pourraient répondre à ça. Merci, Katia. Il y a une question de Audrey. Oui, bonjour. En fait, ma question est plus pour Madame Hassan. Dans la présentation, j'ai mis le fait que les personnes qui croyaient plus à la théorie du complot, en fait, c'est plus les liens qu'elles font entre les faits qui peuvent être, je ne sais pas comment dire, là, mais qui font qu'en fait, qu'ils croient au complot. Donc, comment, comme moi, intervenante communautaire, je peux intervenir? Est-ce qu'il y a une façon? Parce que, comme vous l'avez nommé aussi, c'est une question de valeur de chacun et chacune. Donc, je crois que c'est difficile d'intervenir quand on croit réellement à quelque chose. Toutefois, ça peut nous mettre dans des situations où est-ce que ça peut soit être conflictuel entre les membres ou même malaisant. Donc, je me disais peut-être que vous pourriez nous guider un peu. C'est du cas par cas, mais de mon côté, je pourrais vous dire simplement ce qu'on fait, qui marche des fois, qui ne marche pas toujours. Hein, on fait ce qu'on peut, mais c'est sûr qu'une des premières choses auxquelles je vais m'intéresser, c'est pourquoi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui les attire dans ces théories-là? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça vient apaiser? Donc, au fait, je reviens à l'idée du besoin. Quel besoin est-ce que ça vient combler, en quelque sorte? Tout comme on fait, tu sais, on sait par exemple que le comportement en ligne de différents individus, le même comportement n'a pas le même impact parce que ça dépend de la situation de la personne, de son contexte, de ses vulnérabilités. Donc, je vais aller beaucoup voir qu'est-ce que ça vient combler comme vide, comme manque aussi, ces comportements en ligne et comment ça impacte. La deuxième chose sur laquelle il faut travailler, et aujourd'hui c'est aberrant qu'on ait un système de l'éducation, je comprends parce que ça va très vite, mais qu'on n'intègre pas dès le jeune âge ce qu'on appelle la littératie critique des médias. C'est-à-dire, et la littératie critique des médias, là, c'est pas savoir comment aller sur Google. La littératie critique des médias, c'est savoir l'impact de nos comportements en ligne et l'impact du monde en ligne sur nous. C'est ça à comprendre et donc réfléchir avant de partager, avant de liker, etc. Donc, il faut y avoir une composante qui est psychoéducation. C'est-à-dire, est-ce que tu prends le temps de lire avant de liker quelque chose? Est-ce que tu sais qu'on a tendance à plus liker quelque chose ou le partager quand c'est envoyé par quelqu'un qu'on aime, en qui on a confiance? Mais en fait, c'est vraiment soutenir la personne à développer tous les comportements qui fait qu'elle vérifie la véracité ou le partage d'une information. Et l'autre chose, c'est plus facile peut-être à dire qu'à faire, c'est installer le doute. C'est-à-dire de lui dire, ta façon de penser, c'est une comme plein d'autres. Donc, c'est comme, moi je dis en rigolant, c'est quand tu vas dans un resto, tu as 3 choix, tu n'hésites pas beaucoup. Mais tu vas dans un resto où le menu fait 6 pages, ça te prend une demi-heure pour commander. C'est un peu la même affaire, c'est-à-dire montrer à la personne la diversité. Parce que dans le fond, ce qui est important, c'est si on ne peut pas changer la façon, l'adhérence à une théorie de complot, ce qu'on devrait faire, c'est augmenter la capacité de la personne à tolérer la diversité de la pensée dans une société. Et que quand tu es assis aux tables autour de tes amis et d'autres membres de la famille, il faut que tu respectes aussi qu'ils ne soient pas d'accord avec toi et que tu dialogues. Ça, c'est la première étape. Et en général, c'est moins menaçant pour les gens. Les gens s'ouvrent plus, ils se sentent moins confrontés, moins jugés, moins attaqués. Mais soyons honnêtes, là, on ne change pas d'un jour au lendemain un système de cognition complet et on ne le change pas s'il n'est pas connecté à l'affectif. Parce que ce qu'on découvre, c'est que tu as beau essayer de convaincre cognitivement une personne, si ce n'est pas connecté à ce qu'elle ressent, ça ne change pas. Ça change devant toi, mais après, ça revient comme c'était avant, parce que les deux ne sont pas en harmonie l'un avec l'autre. Merci. Nous avons une question posée par Kim dans le chat, qui s'adresse à tout le monde. Comment reconnaître les complotistes alors qu'ils refusent les faits et refusent d'être identifiés comme complotistes? Et puis, nous avons une question de Geneviève. Oui, moi, ma question, en fait, c'est un peu
Katia qui avait parlé de ça, tu sais, de créer des lieux de débat, mais je trouve ça difficile de créer des lieux de débat comme en Zoom ou en manière virtuelle. Fait que je ne sais pas si vous aviez des idées qui pourraient nous aider à ce niveau-là. Merci Geneviève. Nous pouvons prendre une troisième question. Hannah voulait prendre la parole aussi. Hannah? Oui, je voulais aussi dire que j'invite aux panélistes à réagir aux propos des autres. Il n'y a pas de souci. Moi, ma question, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire, mais quelque chose qui me fascine et que j'aimerais, fascine, c'est un peu, si j'étais assez détachée, je pourrais dire que ça me fascine, mais ça m'inquiète aussi. C'est justement les personnes ou ces leaders-là qui véhiculent ces discours particulièrement ceux qui ça mettent en doute l'existence de la maladie, du COVID. Je me questionne comment ça peut se faire que les gens soient capables de questionner la science et pas questionner le système dans lequel ils vivent. Parce qu'à la fin, en tout cas, c'est ça ce que je comprends. Et je vois là un peu une différence entre les discours de droite et de gauche. La gauche, l'extrême gauche, les mouvements anarchistes critiquent aussi l'État. Ils ne font pas confiance. Ils ne pensent pas que c'est par là qu'on va sortir de cette crise ou n'importe quelle crise, mais ils ne questionnent pas la science. Donc, je ne sais pas, c'est une question qui s'adresse peut-être à plusieurs personnes, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là ou comment est-ce que ça se fait, c'est ça? Ouais, si on m'accorde la parole, je peux répondre peut-être. Je pense qu'on va les autres questions, réponses aux autres questions. Oui? C'est pour moi ou? Oui, allez-y. Je ne sais pas comment prendre la parole, je n'ai pas de main. Oui, c'est ça, moi non plus. Fait qu'on, je ne sais pas, parce que j'aimerais répondre à la question sur les espaces de débat numériques, mais je ne sais pas quand, où. Vas-y, Nelly, prends la parole. Ah, je la prends. Oui, parce qu'en fait, c'est un élément pertinent, ça. On a souvent ce réflexe-là de vouloir instaurer des débats en ligne, ce qui est la pire chose. Parce que la structure des médias sociaux ne permet pas, justement, c'est la pire endroit pour faire des débats, parce que la structure, c'est une structure pour communiquer en étant un spectacle, en fait. Les gens s'adressent à leurs abonnés, peu importe où est-ce qu'ils sont. Et les échanges qui se passent dans les espaces de commentaires, soit en dessous d'une publication médiatique ou d'une publication d'un individu, c'est des espaces spectacles où la personne est en représentation devant sa tribu, en quelque sorte, sa tribu du web. Donc, lorsqu'elle discute avec une personne, il y a un enjeu de représentation et d'orgueil qui fait en sorte qu'on n'est pas nécessairement on est dans la performance, on n'est pas dans l'écoute. Et on ne peut pas débattre si on n'est pas ensemble dans un esprit de collaboration et d'écoute, n'est-ce pas? Donc, les médias sociaux, de par leur nature, ne permettent pas un espace de débat qui est sain et qui fait même l'effet inverse, qui a tendance à camper les positions et à exagérer, dans le fond, la distance d'une personne à l'autre. Et c'est ce qui fait qu'on arrive rapidement à une espèce de haine ou même à un processus de déshumanisation de l'autre. Et ça fait partie de justement ce que mentionnait je vais pas mal dire votre nom, mais qui vient juste d'intervenir sur ce sujet-là, sur justement une littératie médiatique, mais c'est aussi surtout la pensée critique, d'être capable justement de comprendre ces espaces-là et ce qu'on peut en faire. Juste qu'est-ce que je viens de dénoncer là doit être su des gens et les gens doivent savoir qu'est-ce que ça prend comme condition pour pouvoir débattre. Alors déjà, Zoom, est-ce que c'est un bon endroit pour débattre? J'en suis pas sûre non plus parce qu'il y a plein de contraintes, il y a plein de freins. Je pense qu'il va falloir définir qu'est-ce qu'un bon espace de débat? Qu'est-ce que ça prend? Comment on fait pour s'assurer qu'il y ait une bienveillance qui domine, par exemple, les échanges, ainsi de suite? Et une fois que ces critères-là seront établis, puis qu'on s'assurera que les fonctionnalités numériques ne viennent pas les entraver, on aura un espace pour débattre. Mais pour l'instant, j'en vois pas beaucoup, honnêtement. C'est ça que je voulais dire, c'est tout. Merci. Pour les réponses, j'ai Martin et ensuite Katia. Bon,
vais répondre en vrac parce qu'il y a eu plusieurs questions depuis le début, là. Pour ce qui est de l'extrême gauche qui ne remet pas en question la science, ça dépend. Il y a, par exemple, des mouvements plus extrémistes comme le Vegan Order ou même les antispécistes parfois qui vont remettre en question la science pour leur agenda politique. On a eu tout un débat dans ma belle ville de Longueuil sur est-ce qu'il faut tuer les cerfs de Virginie du parc Michel Chartrand ou pas récemment. Ils sont sauvés, ça a l'air aujourd'hui. La mairesse a reculé, mais bon, c'est un beau cas où on aurait pu dire que, bon, je ne sais pas si c'est l'extrême gauche ou la gauche, a été un peu contre ce que le ministère de la Faune, puis ce que disait, entre guillemets, la science. Là. Bon, on pourra en discuter longtemps, mais bon, mais effectivement, ça vient principalement de l'extrême droite. Puis vu qu'on a beaucoup de groupes de femmes aujourd'hui qui nous écoutent, je trouvais ça important de le dire parce que la littérature scientifique, puis Heidi en a parlé là, tantôt, dit beaucoup que les gens qui vont aller vers les théories du complot, c'est des hommes peu éduqués et jeunes. Mais il y a une étude, un sondage publié par la Fondation Jean Jaurès en France qui vient de montrer en septembre que 63% des anti-vaccins sont des femmes, en fait. Puis la catégorie que moi j'ai appelée Nouvel Âge tantôt, là, où vous avez des médecines alternatives, tout ça, c'est principalement des femmes qui se retrouvent là-dedans. Et aussi récemment, j'ai lu plusieurs articles très intéressants qui montraient que, bon, vous connaissez la théorie de la conspiration QAnon aux États-Unis, qui prétend qu'il y aurait un réseau pédosatanique mondial, mais qui serait, comme par hasard, chez les démocrates, chez les gens plus à gauche. Et il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui se font attraper dans qui tombent un peu dans le trou du lapin de QAnon sans même savoir que c'est QAnon, que ça provient plutôt de la droite ou de l'extrême droite, avec, Madame Brière pourrait le confirmer, le hashtag Save the Children. Sauvons les enfants. Alors, qui ne veut pas sauver les enfants? Toutes les mères au monde veulent sauver les enfants. Et le génie un peu de QAnon, ça a été de partir cette espèce de discours-là qui touche énormément les mères monoparentales de banlieue, tout ça, et qui a réussi à les convaincre qu'il y a un réseau pédosatanique mondial. Et pendant ce temps-là, les vrais réseaux de pédophiles, eux, continuent de fonctionner comme si de rien n'était. Et le problème, c'est pas comme on disait tantôt, qu'il n'y a pas de réseau de pédophilie. Il y en a. C'est juste que celui qui est désigné dans la conspiration ou le hashtag Save the Children, c'est un réseau qui n'existe pas. Les vrais réseaux, les policiers en démantèlent tous les jours. Et évidemment, et donc on associe politiquement « sauvons les enfants » à la gauche politique. Alors, vous voyez comment c'est insidieux comme message. Et donc, je pense que dans les groupes de femmes, il faudra faire très attention à ça parce que, évidemment, on vient chercher par l'émotion quand on dit on va sauver les enfants. Et donc, les gens qui adhèrent même pas à QAnon, mais à Save the Children, mais qui viennent avec tous des discours qui vont avec, ce hashtag-là, sont convaincus qu'ils sont du bon côté, qu'ils font des bonnes choses. Et j'en ai eu une expérience personnelle parce que ma nièce, cet été, est tombée là-dedans. Et depuis ce temps-là, elle refuse de me parler. Elle est convaincue que je fais partie de la cabale pédosatanique mondiale. Et elle ne connaît pas QAnon. Elle est dans le Save the Children. Et c'est une personne qui est une jeune mère monoparentale. Je pense que c'est un profil qu'on retrouvait beaucoup dans les groupes de femmes. Et je pense que c'est important pour les gens qui sont dans les groupes de femmes de comprendre un peu comment on peut être aspiré dans ce qu'on a appelé le rabbit's hole, le trou du lapin conspirationniste, par quelque chose qui est universel et qui touche tout le monde, mais plus particulièrement les femmes et les mères, qui est de sauvons les enfants finalement. Mais c'est très, très insidieux comment cette manipulation-là se fait à travers ça. Aux États-Unis, il y a une sénatrice républicaine qui a été élue, qui est ouvertement conspirationniste, qui est impliquée dans ce Save the Children-là, en Géorgie. Elle s'appelle Marjorie Taylor Greene. Alors,
il y a quand même beaucoup de femmes qui ont élu cette sénatrice-là. Juste Voilà. pour information, là, Facebook a agi sur ce hashtag-là, en fait, et ils ont décidé de rediriger vers un site officiel qui parle vraiment des enjeux des réseaux en lien avec, pour protéger les enfants, et ils ont bloqué tout lien vers QAnon. Donc, ils ont un peu brisé la tactique de QAnon. Puis ça a été majeur comme mouvement juste un peu avant la présidentielle, où ils sont allés à un deuxième niveau, dans le fond, où justement, ils arrivent à attraper ces espèces de rabbit holes-là qui utilisent des mots autres, dans le fond, pour attirer les gens dans le trou du lapin du QAnon sans savoir que c'est ça. Effectivement. C'est quand même pertinent. Mais il reste qu'ils changent constamment les mots en question. Parce qu'au début, QAnon, c'était QAnon, mais maintenant, c'est les patriotes. Alors, c'est qui? C'est-tu les patriotes de 1837? Non. Mais alors, ça, c'est pour moi, je pourrais dire, se sauver des algorithmes de Facebook un peu et détourner l'attention des gens. Mais il y a beaucoup de femmes qui, à mon avis, se sont fait prendre dans cette histoire-là de Save the Children, malheureusement, et qui aujourd'hui sont convaincues qu'elles sont en train de sauver les enfants, alors que c'est le contraire, elles nuisent à des vrais démantèlements de vrais réseaux pédophiles. Alors ça, je pense qu'il y a tout un travail pour les groupes de femmes à faire détricoter ça avec les femmes dans les prochains mois, on ne va pas dire les années, malheureusement. Merci. Je vous invite aussi à consulter le chat. Il y a plusieurs liens pour des ressources en ligne. Je prends la réponse de Kat et ensuite un autre tour de questions. Oui, donc je vais revenir sur la question des débats citoyens. En fait, je pense qu'une partie de la réponse se retrouve dans la deuxième partie de ma présentation, mais j'ai été vraiment vite là-dessus. C'est stimuler la créativité collective. Puis ce que je voulais dire par là, c'est de trouver des façons créatives, on est bon là-dedans, les organismes communautaires, pour respecter les consignes de la santé publique, mais quand même être dans l'action. Puis c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de l'importance, je crois, des regroupements parce qu'il y a tout un besoin de se concerter pour justement trouver ces façons-là créatives ensemble. Nous, par exemple, les centres de femmes, on a fait des webinaires aux 2 semaines depuis mars. Bon, il y a une petite pause l'été. Pour justement essayer de se concerter puis de trouver des façons qui respectent, qui ne mettent pas en danger les femmes, mais pour rester dans l'action, pour stimuler ces débats-là puis avoir ces conversations-là, travailler ensemble, mais à distance. Je vous donne un exemple. Ce qui fonctionne beaucoup, c'est l'utilisation de l'art engagé. Par exemple, il y en a qui ont fait des Word Café ou Café du Monde. Une femme à la fois venait écrire sur un sujet, sur un enjeu politique, puis ça donnait en fait une conversation, mais qui était un autre type de conversation que justement, comme Nelly vient de le dire, par les réseaux sociaux ou les Zooms. Il y a aussi eu dans un centre une chaîne de photos, donc il y avait des appareils photos qui se promenaient de femmes entre femmes, puis elles prenaient des images de ce que ça représentait le confinement pour elles. Donc, ça a stimulé une conversation, ça a stimulé un débat, mais qui respectait quand même les consignes de la santé publique, puis on était à distance. Donc, c'est vraiment de trouver ces façons-là créatives, puis c'est en se concertant, c'est en échangeant nos idées dans les organisations communautaires que je pense qu'on va arriver à se sortir de cette boîte-là. Voilà. Merci. Nous avons une question du REPAC. Oui, c'est Vania du REPAC. Le REPAC est à Québec. Bonjour tout le monde. Merci pour les présentations, c'était super intéressant. J'avais envie de vous relancer sur l'idée, en fait, beaucoup sur la présence de l'extrême droite et de la droite, de multiples formes de la droite à l'intérieur des mouvements conspirationnistes. Il me semble, je me sens avoir votre opinion là-dessus, dans le fond, il me semble que le conspirationnisme apparaît un peu comme un écran de fumée actuellement.
on en fait tout un grand état à travers les médias comme étant quelque chose de très gros et solide, mais en fait, c'est les mêmes mouvements, puis on l'a vu un peu dans la présentation de Martin, là. C'est les mêmes mouvements qu'on connaissait avant au Québec, qui étaient déjà présents, qui ont retrouvé une nouvelle façon de se faire de la pub, puis aller chercher des adeptes. Puis je me demande des fois si tout le brouhaha autour du conspirationnisme, ça ne sert pas un peu, dans le fond, un écran de fumée à l'extrême droite qui s'organise, qui continue d'avancer. Puis, en tant que mouvement critique de la société, en mode critique des politiques, est-ce que c'est pas, dans le fond, plus ça qu'on doit travailler, ou bien on doit vraiment s'attarder au conspirationnisme? L'autre volet que je trouvais intéressant aussi, puis j'avais envie de relancer, c'était l'idée là, que tout le monde partage des faits. Je trouve que ça met le communautaire, entre autres, là, comme critique sociale, dans une position bien particulière de approuver, dans le fond, les mesures gouvernementales, bien souvent, plus souvent qu'autrement, parce qu'on y adhère, parce qu'elles sont logiques, parce qu'elles sont fondées sur des données scientifiques la plupart du temps. Puis ça nous déplace dans notre rôle de critique sociale. Puis ça me semble être assez préoccupant, ça, ce déplacement du rôle-là. Bon, voilà, on va arrêter ça là. C'est en marche, je pense. Merci, Vania. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, non. Moi, j'en aurais peut-être une pour peut-être que Nelly développe davantage sur les outils pour la modération. Je trouvais ça intéressant qu'il y ait des choses qui existent, mais qu'on ne les utilise pas nécessairement pour le climat un peu beaucoup toxique parfois qu'on a en ligne. Donc, peut-être en entendre un peu davantage. Merci Valérie. Et je prends une troisième question d'Isabelle. Oui, dans le fond, c'est pour poursuivre sur ce que Vania apportait. Moi, je travaille avec Aîné, puis Katia aussi en a parlé dans sa présentation, le fait qu'on met en compétition, qu'on rivalise les gens. Donc, je me demandais comment trouver des façons aussi pour resolidariser, si on veut, les différentes populations, pas les différentes populations, mais les personnes, les différents groupes, parce que là, on se retrouve, je vais donner l'exemple, nous, où on dénonçait l'isolement des personnes aînées dans les résidences, mais on est confronté avec des politiques de santé publique où on se disait, c'est pour le bien commun, mais en même temps, est-ce qu'on vient brimer les droits là, des personnes aînées? Alors, c'est tout comment agir ou comment intervenir dans ce contexte-là. Ça n'a pas été facile, puis c'est sûr qu'au sein de notre organisation, ça nous a amené aussi des débats. Puis, on n'a pas trouvé encore de réponse. Merci. Merci. Pour les réponses, commencer. Oui. Je pourrais peut-être très brièvement essayer de répondre oui à la première et la dernière. Au fait, est-ce que les théories complotistes sont un écran de fumée un peu pour les mouvements d'extrême droite? Oui et non. C'est-à-dire que oui, ils en profitent. Comme toute mouvance, ils vont profiter de ce qui est disponible et populaire pour faire avancer leur cause. Ça, c'est clair. Ceci étant dit, il y a quand même des visions conspirationnistes qui ne sont pas liées à l'extrême droite et qui existent. Et bon, les personnes ne vont pas adhérer aux autres idéologies ou aux autres apports de l'extrême droite. Donc, je pense que c'est très important de dire les deux, mais tu as raison, oui. La deuxième chose, c'est qu'il y a un effet très contradictoire. C'est que, et je veux juste faire une petite réflexion anthropologique. Le discours crée des phénomènes. Donc, plus on en parle, plus ça alimente. Plus on donne de l'attention, plus ça alimente, plus ça fait de la publicité, plus les gens curieux vont aller checker c'est quoi et plus ça attire. Donc, nous aussi, en effet, en tant que personnes qui réfléchissent sur le phénomène, il faudrait qu'on fasse attention. Combien on en parle, à quel point on en parle, parce qu'on construit le phénomène au fur et à mesure qu'on en parle et ça lui donne de la légitimité. Donc, les médias ont un rôle très, très fondamental à faire là-dessus.
de ne pas arrêter de parler de tous les autres problèmes de violence conjugale, de pauvreté, de discrimination, d'exclusion, de non-accès au logement et à l'emploi, et de ne pas faire que parler de la COVID, parce que, et du conspirationnisme et tout le reste. Mais ça, les journalistes et les médias, ils ont une grande job à faire, vraiment, sur la réflexion sur les pratiques actuelles et que ça ne soit plus le dollar et la cote d'écoute qui dominent le marché médiatique des médias. Je veux dire, ça, il y a quelque chose vraiment de la responsabilité éthique et sociale qu'il faut repenser à ce niveau-là. Et du coup, j'ai complètement oublié la 4. Si je peux je peux rebondir sur ce que vous venez de dire parce que c'est un peu relié aussi à ma réponse au niveau de la modération parce que c'est un peu ça que je disais au départ, hein, que les médias d'information jouent un très gros rôle dans la visibilité que les mouvements complotistes ont, puis des leviers qu'ils ont à travers différents endroits, dont la modération. Parce que, justement, il y a des outils qui existent pour modérer. Par exemple, avec une page. Si vous opérez une page sur Facebook, OK, et un groupe, dans les deux cas, sachez qu'il y a un endroit, là, où vous pouvez mettre une liste de tous les mots que vous voulez. Là. Vous pourriez mettre tous les mots de la Terre, si ça vous tente, en CSV. OK? Puis ces mots-là, si quelqu'un les utilise dans les commentaires, ça fait de la prémodération. Donc, c'est masqué jusqu'à temps que vous alliez faire OK. OK? Fait que donc, déjà, si vous parlez d'une thématique, mettons là, que vous avez mis une page qui parle des enjeux qui touchent la violence conjugale. Et moi, je sais déjà en tabarouette quel genre de mots je mettrais dans cette liste-là. Comprenez-vous? Même chose avec une page qui parle, je ne sais pas moi, des enjeux des Premières Nations. Tu te doutes de quel genre de troll tu peux avoir, de quel genre de commentaires, puis tu peux même mettre le mot dans toutes ses formes avec des erreurs d'orthographe ou tout ce que tu voudras. Justement, pour faire un effet de prémodération, tu peux mettre ton filtre à grossièreté à élevé, déjà, parce que si tu ne l'as pas fait, il ne l'est pas sur Facebook. Et quand tu fais des lives, des directs, il y a un endroit où tu peux, en plus de ce que je viens de nommer, parce que ça s'applique avec une page, tu peux en plus ajouter que les gens sont obligés de mettre un certain nombre de mots. Ils ne peuvent pas juste mettre des cochonneries, là, un mot, que la personne doit être déjà un abonné pour commenter et que ça peut être espacé en durée entre les commentaires. Donc, ce sont tous des outils que Facebook a mis à la disposition de tout le monde. Ils en ajoutent présentement parce qu'ils sont vraiment en feu avec les enjeux de haine en ligne. D'ailleurs, ils ont apporté un point de vue que je trouve vraiment pertinent, que je trouve ça un peu étrange que ce soit une compagnie privée américaine qui porte ce discours-là, mais en tout cas, il n'y a personne d'autre qui le porte visiblement, qui est le fait qu'il va falloir un réseau global contre la haine en ligne, parce que si une plateforme met en place des fonctionnalités, ça va se déplacer. Puis on l'a vu, ils ont chassé Twitter, Google, Facebook, se sont mis un peu ensemble là, avant les présidentielles, mais ils sont tous allés sur Parler. Puis c'est ça qui va arriver. Trump, quand il va perdre son immunité, il risque de se retrouver là, d'attirer plein de gens sur une plateforme qui ne modère pas, ou en tout cas qui modère davantage dans le sens des complotistes, hein, parce qu'ils modèrent quand même... Vous ne pouvez pas mettre de la pornographie là-dessus, par exemple. Fait que, ils ont une modération selon la culture des groupes populaires, plus proche des groupes de droite, des républicains, etc. Fait que tout ça pour dire que vous pouvez déjà instaurer ça. Et je vous dirais ceci, il faut bloquer les gens. C'est un privilège de pouvoir occuper un espace public, pas un droit. Il y a un mélange entre liberté d'expression puis accès à ça et privilège à avoir accès à l'espace public qui est... vous, là, si vous avez votre page, les gens ont déjà leur profil Facebook. La liberté d'expression, à la limite, c'est Facebook qui est pogné avec. Vous, c'est votre espace privé de votre organisation et vous pouvez décider que quelqu'un a un comportement inadéquat puis il ne rentre pas dans votre local physiquement. C'est la même chose. Virtuellement, il faut vraiment pas accepter ces comportements-là parce que les accepter ou attendre 88 fois d'avertissement avant d'agir, c'est rendre acceptables ces comportements-là. Vous ouvrez l'acceptabilité sociale de ces comportements-là. À partir du moment où tous les regroupements qui donnent des espaces publics vont justement être un petit peu plus sévères au niveau de la modération, bien, les gens vont se modérer, vont afficher une certaine forme de civisme et vont ne pas aborder certains sujets aussi. Si vous dites, moi, il n'y a pas de discours raciste dans
dans mes commentaires, ben, vous participez dans le fond à modérer l'espace public parce qu'en ce moment, il ne l'est pas, en fait. Merci. J'ai la réponse de Katia aussi. Oui, donc je vais juste revenir sur la question qui disait comment on fait pour resolidariser nos communautés. En fait, moi, je crois que c'est en développant une réalité qui est commune ensemble, donc de parler des conséquences communes de la COVID. Puis c'est aussi de contrer le discours capacitiste, individualiste, ambiant. Je donne toujours l'exemple du port du masque. Pour moi, le levier d'intervention, il se situe dans le fait que souvent, l'argumentaire qu'on va donner, c'est des argumentaires très agistes, très capacitistes, c'est-à-dire que ben, la COVID, ça tue juste les personnes âgées ou juste les personnes malades. Donc, puis il y a tellement pas de morts, fait que c'est tellement pas important, fait que bon, bref, on l'entend tout le temps, ça. Puis, c'est de ramener ça justement au collectif, c'est de dire, ben, peut-être que toi, tu ne crois pas à te protéger, mais il faut que tu protèges les autres avec le masque parce que tu as besoin que la personne âgée, que la personne malade ne tombe pas malade. Tu as besoin que l'infirmière ne soit pas contaminée. Tu as besoin des autres pour vivre en société. Là. Il n'y a pas d'individu qui survit sans la société. Fait que c'est de ramener ça au collectif, puis c'est aussi de contrer ce discours-là capacitiste qui est extrêmement problématique. Donc, comment qu'on peut faire ça? Bien, c'est axer aussi notre programmation, nos activités sur briser l'isolement, qui est un des volets, par exemple, que nous, les centres de femmes, on axe beaucoup. Je donne un exemple rapidement. Il y a un centre, je pense que c'est en Estrie, qui a instauré une chaîne de téléphone. Donc, une femme appelait une autre participante, puis cette participante-là appelait une autre participante. Donc, on brisait l'isolement, on continuait de ramener ça, la pandémie, à un enjeu qui est collectif, puis on partageait une réalité qui était commune. Merci. Martin, est-ce que vous voulez réagir aussi ou je prends d'autres questions? Non, ça va. Parfait. Moi, je voulais... Il y a la question d'Olivier d'abord. Ah, OK. Parfait. Allez-y, Olivier. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont intervenu depuis le début. C'est super intéressant. Je voulais peut-être revenir. Je pense que c'est revenu à plusieurs comme questions, commentaires, mais peut-être je reviendrai encore là-dessus sur la question peut-être plus politique par rapport au conspirationnisme, puis de l'impression un peu aussi que c'est l'échec de la gauche, la réaction de la gauche à travers la pandémie, puis dans les dernières années, puis que finalement, les classes populaires sont laissées aller, puis finalement, ils sont récupérés par ces mouvements-là. Puis, donc, je voulais voir d'un point de vue politique comment approcher ça au-delà peut-être de l'opinion, puis tout ça. Et l'autre question que j'avais, c'est, on en a parlé, mais peut-être des outils aussi éventuellement, parce que la pandémie va se terminer. Il va y avoir éventuellement un vaccin, mais j'ai l'impression que le travail va continuer à être fait, puis il va falloir un peu comme continuer à travailler par la suite. Est-ce que vous avez des idées d'ateliers ou de toutes sortes de choses, là, un peu comme il avait déjà été fait là, quand il y avait eu des mouvements plus racistes à l'intérieur du Québec, là, à travers les différents comités, groupes communautaires, pour pouvoir travailler ensemble et avoir des discussions. Fait que, en tout cas, voilà. Merci. Je n'ai pas de questions. Hannah, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, je vais laisser réagir à cette question, puis j'aurai des pouces après sur ce que Katia disait. Moi, j'aurais peut-être quelque chose à dire sur la question de monsieur. Oui, allez-y. Oui. Monsieur Olivier, le discours complotiste, il était là avant la pandémie. Hein? Comme le dit si bien Haïda tout à l'heure, depuis la nuit des temps. Il va l'être après, effectivement. Puis il va y avoir des dommages qui ont été faits par la pandémie parce qu'il a augmenté quand même ce discours-là. Et sur le plan politique, c'est sûr qu'il y a une partie là-dedans qui vient de l'extrême droite, mais comme je disais tout à l'heure aussi, il y a derrière ça, au-delà de l'extrême droite, ce que j'appelle des mouvements des thérapies alternatives, là, un peu nouvel âge, là, comme je disais tout à l'heure, qui regroupe beaucoup de femmes, qui n'est pas nécessairement reliée à l'extrême droite,
Donc, on a vu dans la pandémie se cristalliser autour du mouvement antisanitaire plusieurs petits mouvements qui ne sont pas tous nécessairement d'extrême droite, ou en tout cas qui n'ont pas les mêmes intérêts nécessairement. Mais pour ce qui est des outils, je pense que Aïda et son réseau en ont développé beaucoup. Vous pouvez aller voir sur notre site web, le site web du SOFIR. On a des outils qui sont développés par des profs de cégep pour des étudiants de cégep, donc ils peuvent très bien s'adresser à des gens que vous allez retrouver dans des groupes communautaires. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat, autrement dit, pour profiter de ces outils-là. Il y a des ateliers sur notre site web qui sont proposés sur le racisme, sur l'islamophobie, la radicalisation, toutes ces questions-là. On a proposé de nombreux ateliers là-dessus, puis on va continuer de le faire. On est toujours en train de construire avec différents groupes communautaires des ateliers. On le fait, nous, dans notre région, ici à Longueuil. Je sais que les groupes là, sont plutôt... non, mais il y en a qui sont tous du Québec, ou c'est plus Montréal, mais nous, on le fait constamment. On croit beaucoup... J'ai fait une recherche cet été avec une doctorante en éducation sur la co-construction des savoirs face aux sujets sensibles. Je pense que c'est une question importante. Pour nous, au SOFIR, on fait de la recherche, oui, mais quand on va faire des ateliers, on le fait directement en s'impliquant avec les groupes communautaires et aussi avec les groupes paragouvernementaux comme les juges, la police, tout ça. On est en train de monter une trousse sur l'extrême droite pour les policiers de Longueuil et puis on a travaillé aussi sur ces questions-là avec des groupes communautaires. Je pense que et vous, dans les groupes communautaires, vous pouvez faire la même chose avec les gens qui vont chez vous, c'est de faire en sorte que le savoir soit co-construit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qu'il soit construit, oui, par les experts, mais qu'il soit construit aussi par les gens de terrain. Puis je suis très heureux aujourd'hui d'être là avec des gens de terrain, justement. Katia, j'ai pris beaucoup de notes. Donc, il existe déjà des outils qu'on a faits. Mais on aimerait ça, à un moment donné, c'est sûr qu'on s'en sert, mais on aimerait ça aussi qu'on va éventuellement se les faire critiquer, mais aussi que les groupes communautaires n'hésitent pas à faire appel à nous pour co-construire des outils, en fait, qui seraient directement adaptés aux besoins des groupes communautaires. Alors ça, quand vous avez des centres de recherche, puis je pense que Aïda le fait aussi avec la chaire UNESCO et le réseau PREB, il ne faut pas hésiter à se servir de ces groupes d'experts-là pour co-construire le savoir et des outils. Donc, oui, ça existe, mais on peut aller encore plus finement dans quelque chose qui vous serait directement utile éventuellement. Merci. Gaïda voulait réagir aussi. Oui, c'est pas tant sur le politique, c'est sur la question de la solidarité. C'est un simple message, c'est éviter la peur. Au fait, je pense qu'il y a quelque chose, et oui, je le répète, mais c'est très important. Il y a quelque chose que les gouvernements ne comprennent pas. C'est que l'être humain, quand il a peur, au fait, c'est contre-intuitif. On a l'impression que quand on a peur, on devient plus solidaire. C'est exactement le contraire. Quand on a peur, on devient extrêmement centré sur une question de survie personnelle et on est prêt à attaquer, à écraser quiconque est perçu comme une menace à cette survie personnelle. Donc, la peur est l'outil de division sociétale par excellence. Et donc, nous, en tant qu'intervenants, il faut toujours qu'on garde cette question de sentiment d'anxiété et de sentiment d'insécurité en tête et qu'on l'adresse, qu'on contient, qu'on rassure, qu'on offre des espaces de parole, qu'on donne un pouvoir d'agir, qu'on donne la possibilité aux gens avec qui on travaille de faire des choix aussi minimes soient-ils. C'est important pour qu'ils reprennent cette sensation. Sur le plan gouvernemental, comment on peut faire? On peut faire médiatiquement en évitant tout ce qui provoque des sentiments d'insécurité et de peur, et on peut faire politiquement en faisant des décisions et des choix qui ne sont pas fondés sur l'augmentation de sentiments d'insécurité de la population. Parce que ça, c'est extrêmement divisif. Là-dessus, par exemple, une mesure économique simple, que vous soyez en accord avec moi ou non, je crois que le fonds d'urgence, même si peut-être aujourd'hui, par la suite, on va dire il n'a pas été distribué de la bonne façon ou aux bonnes personnes, c'était une mesure
pour adresser l'insécurité économique. Parce que imaginez si, en plus de la COVID, il y aurait eu des pertes d'emploi et des gens qui n'auraient pas accès à de l'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ça aurait été beaucoup plus drastique. Donc, il y a des mesures économiques, médiatiques, politiques, communautaires qu'on peut mettre en place dans le quotidien pour adresser, pour lutter contre cette tendance que les gouvernements ont aujourd'hui à apeurer et à insécuriser leur population. C'est complètement aberrant de mon point de vue personnel d'humain. C'est complètement aberrant qu'on fonctionne aujourd'hui selon ces systèmes-là. Il faut à tout prix contrer cette façon-là. Et nous, au communautaire, on a un pouvoir d'agir dans le quotidien avec les personnes qu'on a. Et il faut qu'on fasse de la pression sur les politiciens. Il faut qu'on demande à leur parler. Il faut qu'on leur fasse comprendre que c'est économiquement et socialement, ils sont perdants à long terme. Mais ils ne le voient pas parce qu'ils pensent aux prochaines élections, n'est-ce pas? Si je peux me permettre de réagir aussi là-dessus, puis potentiellement que ça va être ma dernière intervention, parce que moi, à 16h30, j'ai autre chose de booker. Par rapport aux politiques, puis un peu pour rebondir sur ce que vient de dire Aïda, allez voir le documentaire Hyper-Normalization, qui vous illustre à quel point en com, la peur est hélas gagnante. Et que pourquoi c'est utilisé de quelle manière, c'est un excellent documentaire sur, par exemple, ce qui a été utilisé comme technique par Poutine, mais aussi sur ce que Trump utilise comme technique politique de division, dans le fond, pour mieux régner, en utilisant, entre autres, l'anxiété et la peur. Mais bon, c'est ce que je voulais dire sur la partie politique, mais je voulais aussi intervenir sur quelque chose qui n'a pas du tout été, ou qui n'a pas vraiment été abordé, mais qui m'apparaît quand même majeur dans, justement, ce qui fonctionne en ligne et probablement dans le monde concret, là, mais c'est moins mon champ de compétences, c'est que les gens adhèrent à un discours, les gens adhèrent à des croyances dans un besoin de sentiment d'appartenance. Et ça, c'est extrêmement puissant, puis j'ai l'impression que c'est d'autant plus puissant dans des sociétés où on est très individualisé et où on a peut-être justement un réseau social puis un réseau communautaire qui a eu la vie dure dans les dernières années avec le néolibéralisme, qui fait en sorte que, justement, il y a des gens qui se trouvent relativement isolés, qui ont besoin d'avoir un sentiment d'appartenance, qui ont besoin d'avoir une voix, puis là, on leur offre les deux, en quelque sorte. Et les structures de ces réseaux, de ces théories du complot-là, sont souvent très attrayantes pour créer du team building. Et d'ailleurs, j'ai lu dernièrement un excellent billet. C'est une personne qui construit des jeux RG qui sont en réalité alternée. C'est des jeux qui utilisent différents médias, dans le fond. C'est des jeux où les participants peuvent participer en trouvant des indices dans toutes sortes de choses, puis etc. Mais les théories du complot ont les mêmes leviers, en quelque sorte, qui font en sorte qu'on est ensemble pour résoudre un énigme où on trouve plein d'éléments qui font tout à coup du sens et qui nous amènent vers une quête de vérité. Et ça, en tant qu'individu, même si on voit un proche qui sombre là-dedans, dans ce trou du lapin-là, je vois pas comment on peut... on peut pas combler tous les besoins auxquels répond ce phénomène-là d'un seul coup en essayant d'établir « mais voyons, voici des faits, je vais établir le doute ». Ça ne fonctionne pas parce que souvent, ce qui va être le plus fort, c'est l'appartenance au groupe. Alors, moi, j'ai vu des gens, il n'y avait plus de sens, c'était plus logique, mais l'importance de dire ce que le groupe dit, de faire partie du groupe, était prioritaire par-dessus tout le reste. Et ça, il faut comprendre que dans le numérique, c'est un peu exacerbé parce que les structures, les fonctionnalités qui sont développées par les plateformes de réseaux sociaux sont pas... Ils copient un peu nos structures ou nos façons de faire du concret et viennent les exacerber. C'est des outils qui viennent augmenter nos capacités. Donc, la capacité de communauté, la capacité du team building est exacerbée par ces outils-là. Et bien sûr que ça profite à ces structures de réseaux de complotistes-là d'utiliser ces outils numériques-là qui viennent renforcer ce que je viens un peu d'illustrer. Et je voulais juste la mentionner parce que ça m'apparaît quand même être un gros éléphant dans la pièce du problème de l'adhérence à ces théories du complot-là. En tout cas, selon les gens que j'ai côtoyés, là, c'était vraiment plutôt ça, le grain de sable dans le mécanisme. Alors voilà,
ce sera tout. C'est ce que je voulais dire. Merci Nelly. Hannah, je n'ai pas oublié ta question, ton commentaire. J'ai la question de Noémie et de Vania. Noémie. Oui, en fait, c'est pour rebondir sur deux choses. C'est Raina, je ne suis pas certaine. Raïda, pardon. Oui, c'est ça. Excusez là, si j'ai massacré votre nom, je suis vraiment désolée. Par rapport à l'argent qui a été donné, tout ça, je pense que ce serait le temps pour les organismes de se remettre ensemble et de refrapper sur le pion du revenu minimal décent. Parce que c'est pas vrai que tout le monde a eu de l'argent là. Hein? Les gens qui sont sur l'aide sociale n'ont eu aucune augmentation alors que le panier a augmenté drastiquement. Même certains ont reçu la PCU alors qu'ils n'avaient pas le droit, puis là, ils sont en train de se faire poursuivre par l'aide sociale. On pourrait en parler pendant des heures, mais c'est ça. Donc, je pense que ça va être vraiment le temps de piocher là-dessus. Et même d'autres personnes dans la population générale qui n'étaient peut-être pas tant informées sur le revenu minimal décent, comme prennent conscience avec la pandémie que ça serait bien pour tous et toutes parce qu'ils ont eu droit à 2 000 $ et là, ils sont comme « Oh, wow, OK, ça serait ça, avoir un minimum décent. Peut-être que ça serait plus intéressant que ce que je pensais. » Donc ça, puis ça va dans la solidarisation, même si je sais qu'il y a plein de gens qui vont être contre là, pour plein de raisons que moi, je ne considère pas bonnes. Mais bon, voilà. Et Martin, M. Geoffroy, Martin du CEFIR parlait des outils pour la population, de co-construction avec des organismes et des centres. Bien, ça va être important dans ces outils-là. Et là, je vais taper sur ma marotte personnelle et vous m'excuserez. Mais vous ne m'excuserez pas en même temps. Il faut que ça soit simple, dans un langage simple, clair, concis. Hein? Pas un langage, excusez, d'universitaire, parce que on n'atteint pas une partie de la population quand on utilise un langage complexe. C'est comme on a tout cet univers-là qu'on ne touche pas et je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont des problèmes de littératie numérique, oui, mais peut-être de littératie point dans les théories du complot. Puis là, je ne veux pas dire que les gens qui ne savent pas lire sont tous des complotistes, c'est vraiment pas ça. On ne peut pas passer n'importe quelle niaiserie à des gens qui ne savent pas lire non plus. Ça ne veut pas dire que parce que tu ne sais pas bien lire, tu n'es pas articulé. Donc, mais c'est important que ces outils-là soient dans un langage accessible. Puis, quand vous essayez de détruire l'argumentaire de quelqu'un qui est complotiste ou qui tend vers le complotisme, s'il vous plaît, de grâce, ne soyez pas classiste et ne le frappez pas sur ses fautes d'orthographe. Vous ne savez pas ce que ça lui a coûté de prendre le clavier pour dire quelque chose avec lequel vous n'êtes pas en accord, certes. Je ne suis plus capable personnellement de la gauche éduquée qui fait ça. Je m'excuse de péter ma coche ici, mais voilà, alors c'est ça. C'est comment dire, c'est mon biais professionnel, comment on appelle ça, déformation professionnelle, et je déparle aujourd'hui. Mais c'est ma déformation professionnelle, mais c'est très, très important que ce qu'on va offrir comme outil soit simple, clair, concis et qu'on ne défasse pas l'argumentaire de gens sur leur maîtrise du français, qui est, ma foi, un privilège de maîtriser le français académique. Voilà. Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y! Bon, premièrement... non, mais c'est pas que vous, hein, c'est vraiment pas vous, là, en tant que... Je pense pas que je le prends pas personnel, mais je vais répondre peut-être d'un point de vue plus personnel. Premièrement, je ne suis pas un universitaire, je suis un prof de cégep. Là, au niveau vulgarisation... Super! On est pas mal là. Bien que mes collègues universitaires, il y en a beaucoup qui sont très bons dans la vulgarisation aussi, mais moi, c'est une seconde nature de vulgariser, hein, parce que, bon, mes jeunes, de toute façon, ils ne comprendront pas. Mais j'ai jamais... Moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux, j'ai jamais parlé des fautes d'orthographe de quelqu'un là-dessus. De toute façon, moi, j'ai beaucoup sur les réseaux sociaux... Quand j'ai abordé la question avec les gens, en fait, j'encourage les gens sur les réseaux sociaux à être empathiques et respectueux parce que, de toute façon,
et ça, Haïda connaît beaucoup plus ces phénomènes de biais cognitifs-là que moi. Ça peut avoir des fois ce qu'on appelle un effet boomerang, c'est que plus tu confrontes la personne, plus ça va juste renforcer ses convictions. Alors, il faut avoir une attitude bienveillante, il faut amener les gens, faire un accompagnement. Moi, j'appelle ça un accompagnement pédagogique. J'ai plusieurs, comme je dis, quelques membres d'extrême droite qui ne sont plus dans l'extrême droite maintenant, que j'ai accompagnés dans les dernières années. Puis ce qui les a attirés vers nous au départ, ils étaient venus pour nous contester. On avait organisé un colloque sur l'extrême droite, puis il y a 30 membres de la meute qui se sont pointés pour nous contester. Mais on les a bien reçus, on les a écoutés. Ça n'a pas été facile pour nous. Ils nous ont chahutés, tout ça. Mais c'est que souvent, les gens sont dans un type de langage que j'appelle binaire émotionnel. C'est-à-dire, eux contre nous, puis si tu es contre moi, ben là, je tombe dans l'émotion, puis je te crie des insultes et puis tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faut éviter ce langage binaire émotionnel-là, puis Nelly pourrait le confirmer, les réseaux sociaux encouragent ce type de langage-là, binaire émotionnel. Et pour terminer, pour ce qui est des outils qui soient simples à comprendre pour tout le monde, je veux dire, oui, effectivement, je suis parfaitement d'accord. Non seulement on est dans l'extrême, on est d'accord, mais je pourrais même revenir à ce que vous avez dit au début, que vous êtes dans des locaux vétustes, il n'y a pas d'aération. Moi, ça fait 7 ans, madame, que j'enseigne au cégep dans des locaux vétustes qui n'ont pas de bonne aération, puis je continue encore. Vous savez, les profs de cégep, on a peut-être les mêmes problèmes que vous autres aussi, puis on a peut-être du sous-financement, nous autres aussi. Donc, on est très bien placés pour comprendre quand même aussi ce que vous pouvez vivre. Puis par rapport à ça, contactez-nous, puis on va faire des affaires ensemble, puis on va vulgariser, puis allez voir nos affaires, puis c'est ce que je disais tantôt à monsieur, allez voir ce qu'on a fait là, comme outil, puis si vous trouvez que c'est pas assez bon, pas assez vulgarisé, envoyez-nous des commentaires constructifs, puis on va les modifier. Puis même, idéalement, nous autres, ce qu'on souhaite à la longue, c'est que les organismes communautaires, ils nous fassent part de leurs besoins. Et puis, ça serait l'idéal. Puis que nous autres, on essaye par rapport à ces besoins-là de faire des outils qui seraient bons. Puis voilà. Donc ça, mais ça, nous autres, moi, je suis en Montérégie, là, on le fait déjà avec les organismes communautaires, mais on aimerait ça qu'il y en ait plus, puis on aimerait ça pouvoir le faire. Puis quand on se met ensemble aussi, parce que je le sais, parce que j'ai déjà travaillé dans un organisme communautaire aussi, l'argent dans les organismes communautaires, vous l'avez souligné tout à l'heure, mais je pense des fois quand les centres de recherche comme le mien ou celui de Haïda peuvent se mettre ensemble avec des organismes communautaires, là, on peut aller chercher de l'argent pour les organismes communautaires. C'est-à-dire qu'on va amener, en faisant équipe, ça va être peut-être plus facile de convaincre les gouvernements à ce moment-là d'investir justement dans l'éducation populaire. Parce que vous parlez d'éducation populaire, le mandat du CEFIR, c'est l'éducation populaire. Fait que c'est pas moi qui va cracher sur les groupes communautaires. Fait que vous avez juste à m'appeler. Mon numéro de téléphone, il est là. Merci. Est-ce qu'on a encore la question de Vania? On a une question trop grande pour le temps qui reste, mais rapidement, c'était juste pour rebondir sur la question de la peur. Là. Parce que c'est dur d'adresser des problèmes sociaux et une critique sociale sans jamais frôler, dans le fond, la peur. Là. Quand on parle de crise climatique, quand on parle d'impact de la pauvreté, la peur est vraiment pas loin. Puis c'est pour ça que j'avais envie de rebondir là-dessus, parce que quand j'entendais l'intervention sur la peur, il me venait juste le hashtag « ça va bien aller » en tête, que je trouve qu'il est critiquable fortement. Des fois, il faut adresser que ça va pas si bien que ça. Puis, c'est ça, c'était ça. Mais peut-être que c'est juste, en tout cas, j'avais juste envie de dire ça. Peut-être qu'on n'a pas le temps de répondre, puis c'est bien correct comme ça, mais ça me semblait important de le souligner dans le sens que moi, ça vient me chercher quand on dit qu'il ne faut pas utiliser la peur, d'accord, mais il y a quand même des phénomènes qui ont des conséquences terribles, puis il faut adresser ces conséquences-là, ces impacts-là, sans faire peur au monde. Des fois, c'est quelque chose comme du patinage artistique de le faire en étant rassurant, là, en étant, en tout cas, voilà.
Oui, non, tout à fait. Au fait, je veux juste vous dire que je dois vraiment quitter. Je dois vraiment aller chercher ma fille de l'école. Mais juste pour répondre, juste pour vous dire, oui, enfin, il y a une différence entre reconnaître ce qu'il y a de dangereux, de problématique, entre reconnaître le sentiment de peur, l'accueillir, le contenir et le transformer, et utiliser de manière instrumentalisée la peur pour contrôler et manipuler, en tout cas, pour des fins autres, on va dire, que celles de confronter la peur à la réalité et de développer des moyens et de réfléchir sur les moyens qu'on a collectivement pour adresser les menaces, qu'elles soient réelles ou perçues. C'est un peu dans ce sens-là. Mais oui, nier et faire semblant que la peur n'existe pas, ben, ça ne résout pas le problème. Mais de mon côté, je vous remercie énormément. C'était une expérience incroyable pour moi. J'ai beaucoup appris. C'est vraiment génial. C'était très nourrissant. Puis j'espère que ça a été aussi de votre côté. Je suis vraiment désolée, mais je dois vraiment quitter. C'est correct. Merci beaucoup. Merci. Peut-être Hannah pour les conclusions? Oui. Merci. Ça prouve que c'est une discussion qui intéresse beaucoup de monde. On a perdu quand même pas mal de participants en cours de route, mais il reste qu'on est 3/4 d'heure au-delà de l'heure qu'on avait prévu finir le panel, mais ça prouve que ça intéresse vraiment. Je voulais réagir simplement à plusieurs commentaires qui ont eu lieu, puis des réponses de Katia justement sur le rôle des regroupements et comment mobiliser dans nos groupes, dans les groupes communautaires en ce moment. C'est sûr qu'il y a eu énormément je pense que la première vague nous a vraiment pris de court et tout le monde, même les travailleurs, les personnes qui sommes dans les groupes, on était en réaction, on ne savait pas comment vivre à travers ça. Mais tranquillement, pas vite, je pense qu'on s'habitue et on réfléchit à des moyens de se mobiliser malgré les circonstances. Et le MEPAC, c'est un de ces groupes qui essaye justement de développer des outils d'éducation populaire dans le contexte actuel. Je ne veux pas faire trop de l'autopromotion, mais on a essayé de sortir différents outils de réflexion au courant de l'automne sur comment continuer à maintenir un lien de solidarité et des espaces vraiment communautaires malgré la pandémie et les mesures sanitaires. Et une des choses et que pour moi est très intéressante, c'est de dire on résiste justement à cette nécessité ou cette pression qu'on nous met, que l'État nous met à être dans la performance et dans la rentabilité. Si les ateliers qu'on doit les donner, on les donne à plus petits groupes, c'est ça, on en donnera plus, on trouvera des moyens pour créer du lien dans les circonstances qu'on a et parfois elles sont même plus positives d'être en petits groupes. Par rapport à la question de créer des outils, d'autres outils sur les théories de la conspiration, etc., c'est justement ce premier panel, c'était une première approche, mais dans une réflexion qu'on a pour créer des outils qui peuvent être accessibles et qui peuvent être utiles pour les groupes. Donc, je vais vraiment prendre l'invitation de Martin à travailler ensemble pour prendre les données, les réflexions que vous avez au CEFIR et pouvoir les appliquer à nos groupes, à notre réalité et co-construire comme vous disiez et que ça a été clairement nommé par Noémie comme un besoin au sein des groupes. Dernière chose que je voulais dire aussi, concernant le communautaire puis les besoins qu'on a, effectivement, on travaille beaucoup à demander des fonds au gouvernement pour contrer la COVID et pas qu'ils soient seulement axés sur les services, mais vraiment pour axer davantage sur notre mission de transformation sociale. Et j'invite, c'est notre rôle comme regroupement, c'est notre rôle d'aller dans les instances poussées pour que cela se rende partout. Et j'invite vraiment les groupes, que ce soit du MEPAC ou que ce soit d'autres regroupements qui viennent, qui continuent à faire ces demandes à leur regroupement parce que c'est vraiment ça notre rôle et c'est ce qu'on essaye de faire tant mal que bien avec les moyens qu'on a aussi. Fait que s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous inviterai à clore la discussion qui était, ma foi, super intéressante avec des super beaux échanges aussi qui ont pris vraiment
qui ont pris vraiment de la place et c'est ce qu'on voulait. Et je vous rappelle que c'est ça, on la diffusera, puis vous pourriez la réécouter autant que vous voulez. On reste en contact. Donc, merci tout le monde pour votre participation, puis à bientôt. Bonne soirée.